Alors, bonjour à toutes et tous pour ce café pédagogique qui est le suivi du chèque projet qui a été mené par Antoine Widmer et Sébastien Putala, qui d'ailleurs vont poursuivre l'aventure avec une publication. Donc, peut-être je vous laisse en préambule vous présenter en quelques mots et vous dire enfin, d'où est venue l'origine de ce projet, d'où vous est venue cette idée et nous présenter le projet. Ensuite, on vous posera des questions s'il y en a, des éclaircissements s'il y en a aussi. Et puis voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole déjà à Antoine, qui se Oui, présente et qui nous parle un peu de ce projet. Merci voilà, Antoine. donc moi, je suis Antoine Wiener, je suis professeur à l'Institut informatique au Technopôle Acière. J'enseigne dans la filière informatique de gestion. Et là, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un projet avec l'école de santé, donc avec Sébastien Putala. Et l'idée, ben, c'était de pouvoir faire un chatbot de simulation pour pouvoir entraîner les étudiants infirmiers dans différentes simulations cliniques. Sébastien, peut-être si tu veux te présenter et dire un peu plus sur la simulation. Moi, je m'appelle Sébastien Putala, je suis chargé de cours à la HEDS. J'enseigne dans les formations bachelor et puis partie des formations postgrad soins d'urgence. Et puis, j'ai un mandat en lien avec le développement de la simulation à la HEDS. Donc, on a des séances de simulation avec des mannequins aux technologies ou des patients simulés. Et du coup, on voulait rajouter une corde à l'arc de la simulation. Et le chatbot avait tout son sens parce qu'il permettait d'aborder des thématiques qui permettent aux étudiants de le faire de manière décalée, sans forcément dans l'institution. Et puis, il a fallu trouver un thème qui ait du sens pour développer ce chatbot. On en discutera justement après. Voilà, donc je partage mon écran. Vous voyez bien mon écran? C'est Tout tout est bon? bien. Donc voilà, donc les slides sont en anglais parce que je vais utiliser les mêmes slides pour la publication. Donc ce travail a fait l'objet d'une publication à EduLearn 2026 qui a été acceptée en oral. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc l'idée, comme on a dit avec Sébastien, l'idée euh, c'était de pouvoir faire des simulations d'une façon plus facile que ce que c'est maintenant. Le problème maintenant, ben, il faut soit des gens qui simulent, soit des acteurs qui simulent des patients, soit les simulations, elles sont pas forcément très pratiques parce que elles dépendent d'un arbre de décision. Donc, ce qui veut dire que à chaque fois qu'on voit un mot dans une phrase, on va répondre par rapport à des sets de phrases qui sont déjà là. Et finalement, c'est difficile de faire un système qui soit réutilisable par beaucoup et qui soit naturel. Donc, l'idée du projet, c'était justement de pouvoir utiliser les LLM pour agents conversationnels qui soient un peu, qui puissent répondre à toutes les questions et à tout ce qu'on veut. Donc, l'idée, on verra plus tard, on a des prompts qu'on a donnés à l'IA. On a un prompt pour la patiente, un prompt pour la référente, puis un prompt pour le professeur, enfin, celui qui va donner une évaluation. Et ça va permettre à l'étudiant de faire son cheminement tout seul. Donc, nous, ce qu'on a vu au niveau de la recherche, c'est qu'il y a peu de choses qui se font au niveau de la gériatrie, donc au niveau de comment communiquer avec un patient qui a des, euh, des troubles de neurodégénérescence. Et bah, c'est des aspects qui sont importants ben, dans les différentes structures de soins pour pouvoir savoir si un patient a mal ou a pas mal. Et là, on verra justement une simulation avec une patiente qui peut pas communiquer d'une manière conforme. Donc, on peut pas lui demander si elle a mal ou pas. C'est on doit ressortir ces informations-là de différentes manières. Et c'est ce qu'on a voulu un petit peu faire dans cette simulation. Donc l'idée, c'est qu'on a fait une espèce de plateforme de simulation. Donc on a un apprenant qui est en première année, hein, Sébastien, c'est juste... Première année, oui, voilà. exactement. Donc c'est un étudiant en première année
Et il a pris un cours justement sur ces aspects-là juste avant. Et l'idée, c'est de voir s'il a bien intégré ce qu'il fallait faire. Donc, nous, on a une Madame Denise Aubry qui est dans un EMS et ben voilà, qui souffre de désordre neurocognitif modéré. Voilà, c'est pas encore très très sévère, mais voilà, elle n'arrive plus à communiquer d'une façon qui soit compréhensible. Et l'idée, c'est que pendant ce cours-là, ils apprennent différents outils qui sont l'OPQRST, ISBAR et puis l'Algo+. Donc ça, c'est des mots un peu techniques, mais c'est ce qu'ils doivent pouvoir sortir. Je ferai une petite démo de à quoi ça correspond parce que dans l'outil, on les voit arriver l'un après l'autre. Et puis l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une interaction avec le système, il y a un feedback qui arrive immédiat. Et alors le feedback, il est là, il n'est pas là pour trop aider l'étudiant, il est là pour lui dire qu'il a fait juste ou pas. Mais on essaie de pas trop le pousser, l'aider. On essaie de donner des feedbacks qui soient plutôt motivationnels plutôt que formatifs. Le feedback formatif, il arrive tout à la fin en fait de la session. Donc voilà l'idée du truc. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on a un scénario clinique. Donc c'est 8h30 le matin. C'est un étudiant infirmier qui prend son shift et qui doit aller voir une patiente apporter son repas ou son petit déjeuner à Madame Aubry. Et Madame Aubry a mal à quelque part et elle n'entend pas très bien et elle n'arrive pas forcément à se faire comprendre. Donc, il y a différents indices qui montrent ça par rapport à ça. Et ce que l'étudiant doit faire, il doit communiquer avec la patiente, voir où elle a mal, collectionner les données nécessaires pour décider d'une prise en charge ou non de la patiente. Donc Sébastien, sur la partie santé, tu m'arrêtes hein, si je dis des choses qui sont pas forcément vraies. Oh, Euh, c'est juste le complément, c'est oui. que on a la partie orale et ce qui est un peu difficile, c'est de pouvoir voir aussi ce qui se passe sur le non-verbal de la personne. Donc, on a dû rajouter des éléments complémentaires pour que le non-verbal soit aussi visible durant le chatbot. Voilà. Donc ça, c'est la situation de base et ça, c'est ce qu'on a fait donc par rapport au projet. Donc ça, c'est une image qui montre le projet en une image. Donc on a à gauche, on a comment on est arrivé à cette situation-là. Donc on a parlé justement à Sébastien qui connaît très bien cette partie-là, qui donne le cours. Et on a fait une plateforme web qui est accessible par ordinateur, par un navigateur. Donc ça joue très bien sur tablette et aussi sur smartphone. Donc c'est ça aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir avoir accès à la plateforme depuis n'importe où. On n'a pas besoin d'un casque de réalité virtuelle, on n'a pas besoin d'un outil spécifique. Et on a fait une architecture justement qui renvoie une page web et puis où il y a un back-end, c'est la partie un peu plus technique, qui va discuter avec Google Gemini et qui va donner à Google Gemini les prompts nécessaires à faire fonctionner le système. Et on a une base de données qui log en fait tout ce qui se passe sur le système en fait. Donc ce qui nous permet après de voir ce qu'il a fait puis de faire un feedback un peu plus circonstancié. Donc là, on a Madame Aubry, justement, qui arrive à 8h30 et qui va nous dire qu'elle a mal. Et on utilise un système hybride de LLM et de Rule-Based Validation. Donc un LLM, c'est un petit peu freestyle, hein. On sait tous comment ça marche, ça met des mots l'un après l'autre. Et c'est pas forcément, ça marche pas toujours. Donc on a mis un système de règles sur le serveur pour pouvoir voir si justement le LLM disait des choses pas forcément très justes, on les affiche pas. Ou s'il dit des choses qui n'ont pas été faites, on les affiche pas non plus. Donc on a une espèce de couche qui garantit un petit peu que le LLM ne divague pas trop s'il devait divaguer. Et donc, on a les formative feedback. Comme j'ai dit, on a le per term commentaire. Donc, à chaque fois qu'on utilise le système, on a un commentaire qui vient. Et puis, on a un assessment sommatif qui est donné à la fin. Patrick, tu as une question?
Oui, ça m'intéresse. Juste, alors, bonjour tout le monde. Salut. D'abord, je m'excuse, je n'ai pas allumé l'écran. J'ai juste une question. Comment vous avez fait les couches, justement, au niveau de l'informatique? Comment vous avez fait ça, techniquement? Alors, techniquement, là, Oui. oui, alors moi, je peux montrer techniquement à quoi ça correspond, là où est mon écran. Donc, voilà. On a un on a tout fait sur VS Code. Donc, on a un projet ici. Et voilà, donc c'est celui-là donc, on a un back-end, on a un front-end. Et le front-end, il fait toute la partie qu'on voit, l'affichage. Et le back-end, il fait toute la partie communication avec Gemini. Typiquement, ici, le fichier que je vous montre, il a en fait tous les prompts qu'on donne. Donc là, on a le prompt feedback. Donc on lui dit, tu es formateur, formatrice en soins infirmiers, elle a des conversations ci-dessous entre un étudiant infirmier et Madame Aubry, et donne des feedbacks pédagogiques. Ça, c'est un prompt qu'on a. Et ensuite, deux autres prompts qu'on a, ils sont ici en haut. On a le prompt de Madame Aubry. Donc, tu es Madame Aubry, Denise, née en 1940, tu es résidente PDMS Harmonia. Ton profil clinique, c'est ça, tu as des troubles cognitifs modérés, tu as une règle absolue des troubles neuronétifs. Donc, tu n'es pas censé donner des phrases complètes. Tu dois répondre à côté de la réponse posée, tu dois changer de sujet brusquement, tu dois répéter une question déjà posée. Enfin, on lui donne en fait tout un aspect pour que le chat envoie la bonne réponse. Donc ça c'est en gros, c'est un peu le cœur de notre système. C'est ces prompts-là qui sont relativement longs et qui donne en fait une idée à l'IA ou à l'élève de répondre correctement. Et on a aussi la référente. Donc on lui dit tu travailles l'EMS d'Harmonia, tu connais Madame Aubry, c'est ta patiente, donc tu sais de quoi elle souffre et tu sais qu'elle a des troubles neurocognitifs modérés et on lui donne un peu les paramètres que l'étudiant doit mentionner pour qu'elle puisse donner un feedback qui soit juste. Donc, on a ton comportement, tu écoutes attentivement la transmission de l'étudiant, tu poses des questions de clarification, tu valides des bonnes pratiques, tu peux demander des précisions sur les éléments manquants. Si l'étudiant n'a pas encore fait certaines évaluations, demande-lui. Et puis, des exemples de réponses. Bonjour, je suis l'infirmière référente maintenant. Donc, voilà. Donc, on lui donne en fait tout ça. Et on envoie ça au LLM et le LLM, il va répondre à ça, il va répondre contextuellement grâce à ce prompt-là. Je recommence le... Tu as une question, Patrick, il a encore levé la main. Ah ouais, pardon. Je repartage, oui. Alors, il a plus levé la main et je vois que son micro n'est pas activé. Alors, Patrick, je ne sais pas si tu parles ou bien. Oui. Alors, Gemini, c'est connecté avec un API, je pense. C'est ça. Exact. Voilà, donc si je veux parler très technique, on utilise des messages JSON sur une couche de REST API. Donc, on envoie des messages à Gemini et on reçoit ces messages par Internet. Donc, on se connecte à Gemini, on lui envoie les prompts qu'on a besoin, il nous renvoie les réponses. Ce qui m'intéresse aussi, je suis peut-être un peu impatient, mais ça m'intéresse beaucoup. Les étudiants dans le domaine de santé, c'est une profession très, très sociale. Oui. Et puis, tout ce qui est en relation avec les patients, il y a beaucoup de communication, oui, non-verbale, mais il y a la mimique, la geste, l'expérience. C'est ce genre de clientèle, comment ils ont apprécié ça? Je pense qu'on va répondre ça à la fin, mais je pense que Sébastien, si je peux faire de nouveau, dire ce qu'on va dire plus tard, mais l'idée c'est que les étudiants, ils ont trouvé que c'était intéressant parce qu'ils peuvent avoir accès partout avec leur smartphone, mais il manque le langage non verbal dans cette application-là. Et voilà, donc finalement, on a dû faire des choix par rapport à ce qu'on voulait entraîner. Et là, ce qu'on entraîne, c'est plus une systématique d'utilisation d'outils spécifiques
pour la simulation, moins la partie non verbale ou la partie gestuelle. Et ça, je finis vite, Patrick, ça c'est la différence entre du web-based et du réalité virtuelle qu'on fait aussi. Donc finalement, c'est entre les deux. Tu pourras utiliser le web-based parce que il y a tout le monde qui l'a. Et on peut faire du non-verbal et des gestes avec la réalité virtuelle. Donc nous, on est un peu entre deux. On fait de la réalité virtuelle pour du non-verbal et on fait aussi du web pour la partie plus mécanique d'apprentissage. Ça répond à ta question. Oui, non, c'est bien. On est beaucoup plus avancé que 99% qui utilisent juste ChatGPT comme ça. Comme ça, on dirige les choses. Voilà. Donc, C'est ça, l'aspect principal, c'est... Pour donner un compliment, juste. Pour donner un compliment. Ah, c'est gentil. Oui, Merci. mais je voulais juste... Le défi qu'on a maintenant, c'est vraiment de l'encadrer didactiquement. Oui. Ça, c'est maintenant le grand défi. Ça, c'est le prochain pas. Exactement ça. Donc, moi, donc là, l'idée, c'est que je vais vous présenter l'outil. Je vais arrêter et je vais mettre ça ici. Donc, vous voyez mon outil, vous pouvez tous y accéder, hein, il est en accès public. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir le mot de passe que je vais vous donner. Et puis, c'est careconverse.apitech.ch, donc il est accessible depuis n'importe où dans le monde. C'est pour ça que je mets un code d'accès. Le code d'accès, c'est pas forcément pour personnel, c'est juste pour que mes tokens ils restent chez moi et les gens qui savent pas le mot de passe ne puissent pas l'utiliser. Donc, je vous donne le mot de passe, je vais te mettre dans le chat. C'est careconverse 2026. Si tu peux déjà mettre l'URL aussi dans le chat. Ah oui, je mets l'URL, ouais, ça marche. Donc ça, c'est l'URL à taper chez vous. Parfait. Et le mot de passe, c'est un mot de passe pas forcément très sécure, mais c'est pas l'idée qu'il soit sécure. C'est juste que ça fasse un gate d'accès. Donc c'est careconverse 2026, vous pouvez mettre user ID, vous pouvez mettre votre prénom. Donc je mets careconverse 2026 et je mets Antoine. Et je continue. Donc, vous arrivez ici. Il y a l'objectif du scénario, de l'étudiant d'entrer en relation avec la personne résidente, proposer à la résidente son plateau repas, déposer le plateau repas, évaluer l'état de santé de Madame Aubry, une communication adaptée aux particuliers de la personne, transmettre une information pertinente à un référent. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire. Donc j'ai lu démarrer. Donc on a un résumé de situation. Madame Aubry 1940 et les résidentes 8h30. Donc on remet un petit peu ça. On continue. On a accès à son dossier médical. Donc perte d'autonomie importante, sans réseau familial, veuve depuis 10 ans sans enfant. Donc voilà, donc on a son dossier. On peut le voir en PDF. On continue. Et là, on peut commencer. Donc, consigne, il est 8h30, vous apportez le panneau de repas, le déposez sur la table à manger de Madame Aubry à la chaise à la chambre 101. Interagissez librement avec elle en tant qu'étudiant infirmier. Donc là, je commence. Donc là, ça ouvre deux onglets. Ici, Madame Aubry est le référent, donc je peux parler aux deux en même temps. Donc, suivant où je clique, ça dirige le message dans la bonne personne. Donc là, j'écris bonjour, je suis Antoine, étudiant infirmier. Et j'envoie. Alors, je reçois ça, je reçois la narration. Madame Aubry semble agitée dans son lit, elle fronce les sourcils, elle se tient le côté droit. Feedback pédagogique, entrée en matière et poli. Voilà. Et puisque répond Madame Aubry, qui est là, et ça fait, et là, on a des objectifs qui sont atteints. Se présenter, c'est un objectif pédagogique, c'est donner son nom et son rôle obligatoire. Donc, je suis Antoine, étudiant infirmier, ça a débloqué cet objectif-là. Ensuite,
comment ça va aujourd'hui. Après, je peux lui poser n'importe quelle question avec n'importe quel mot, comment ça va aujourd'hui. Donc, de nouveau, pas bien, on n'arrive pas à grand faire quelque chose comme ça. Madame Aubry a une nouvelle narration. Madame Aubry a le regard vague et semble avoir du mal à fixer son attention sur vous. Elle porte sa main. Donc voilà, donc on va lui question avez-vous mal? Donc on peut poser les questions à n'importe quel ordre, n'importe comment. Elle répondra toujours quelque chose d'intéressant. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est arrivé ici, c'est que les questions pour la douleur, c'est symptômes associés qui est arrivé. Donc, on a différentes catégories à demander. Donc, typiquement, où avez-vous mal? Ça va avoir une nouvelle, on va voir la localisation de la douleur. Donc, ça, c'est un point important pour la partie on peut faire depuis quand. Temps, durée, par intervalle, ce matin, je sais plus. Je vais prendre vos paramètres. Et là, il y a les paramètres qui s'affichent à côté. Ah, ça a été rapide. Voilà. Donc, c'est l'intérêt de l'IA parce que. J'ai une question là. Oui, Tout au début, l'étudiant avait, je sais plus, 7 ou 8 objectifs. J'ai vu qu'il oui, y avait une case d'objectifs tout en haut. Il peut y revenir chaque oui. fois ou voilà. 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 Donc, Donc, oui, il peut ça, c'est revenir les après. objectifs macro, c'est ce qu'il doit faire, mais en même temps, Voilà. il doit répondre aux objectifs métiers, on va dire. Voilà, Exact. c'est macro pour éviter qu'on cible trop ce qu'ils doivent faire auprès du patient et de la patiente plutôt. Et ça permet de leur laisser un peu champ libre en sachant que à l'intérieur du scénario, ils auront ces objectifs spécifiques qui vont apparaître. Mhm. Voilà. Mhm. Et le choix de pas garder visuellement quelque part dans un box les objectifs macro, finalement qui doivent apporter le plateau repas. Enfin, ouais, enfin, c'est des tâches en fait qu'il doit lui faire. Je sais pas. Pourquoi de pas avoir laissé en continu? Bah oui, parce que clairement, là, il rentre donc il est dans une conversation, mais il est en train de rentrer quelque part dans le soin, mais en même temps, il doit accomplir des tâches. Oui, Alors, il peut toujours y Donc, revenir, hein. Ça, c'est d'accord. effectivement ce qui était possible. Il peut naviguer à travers le dossier médical, à travers Ah, la narration aussi. Donc, d'accord. c'est un peu à eux aller chercher les informations. Le cadre est posé au départ, et puis après, on les laisse se construire dans la D'accord. prise en soin. Et puis encore une question, là, tu as dit que pour la permanence des données, il y avait un enregistrement qui se faisait dans une base de données. Vous enregistrez quoi comme données le temps, il compte parce que là, je vois bien les objectifs atteints, donc ça, c'est OK. Mhm. Le temps, enfin, qu'est-ce que vous prenez comme métrique? Bah, je peux te montrer, ça c'est la base de données qu'on a en ce moment. Donc, ça c'est des. Alors donc on a un peu on a ce qui a été dit dans le prompt du texte. OK, On a qu'est-ce qu'il voulait faire comme intent, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il va faire après. C'est les OK, tâches, à quel niveau il se trouve dans les différentes tâches. La réponse de Madame Aubry, s'il y a des changements de l'image par rapport à l'image qu'on a vue, il y a il y a la narration et il y a les métadonnées en fait de tout ça. C'est le message. Attends, c'est le message qui a été renvoyé directement par ChatGemini. mhm. Donc on a Et le feedback, on a le narrateur, oui. ça, vous le Et gardez comme ça dans un fichier, disons, brut? oui, et puis après, voilà, après on a des dashboards, après on Ah, a OK, aussi le timestamp ici, donc on sait à quel moment c'est voilà. arrivé.
Ouais. Et l'idée, c'est qu'après, nous, on fait des requêtes sur cette base de données-là pour savoir qu'est-ce que chaque étudiant a fait, en fait. On peut ressortir cette information par Ok. étudiant. Donc ça, vous le faites quand même, le dashboard par étudiant pour voir la progression de son apprentissage. Pas encore. Ok. Voilà. Step Donc, by step. voilà. Oh, je donne des idées. Oui, oui. C'est de l'argent aussi, ça va. Non, mais ça peut être tout à fait pertinent dans l'idée qu'on puisse évaluer à la fin de la session le Oui. nombre d'étudiants qui a utilisé, en l'occurrence, la méthode de recueil de données OPQRSTU, et puis de confirmer si cette méthode elle est bien ancrée chez les apprenants, ou s'il faut encore renforcer cette méthode, par exemple. Ouais. Moi, Parce j'ai pas que, posé de questions sur la méthode. Hein, parce que je me suis dit qu'il y avait plein de gens de la santé, ils savaient exactement ce que c'était. Pour moi, c'est l'alphabet, mais comme quoi, on n'a pas les mêmes moi aussi. références. Bah, moi aussi au début, mais j'ai appris. Oui. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'on n'a pas fait cette partie-là, mais l'information, elle est là. Donc finalement, nous, ce qui nous intéressait jusqu'à maintenant, c'est d'avoir l'information qui soit sauvegardée à un endroit. Mhm. Et là, rien ne nous empêche de faire des dashboards qui soient spécifiques à l'étudiant. Mhm. Donc, enfin, pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sauvegarde de l'information et l'aspect Ouais. en faire quelque chose. Et là, en Exploitation, faire, ouais, tout à fait. voilà, exact. Donc, pour Ouais, l'instant, on n'est là pas dans l'exploitation. où ça devient intéressant aussi pour votre dispositif, parce qu'on veut toujours savoir si notre dispositif il fonctionne en fait, c'est de pouvoir voir jusqu'où où s'arrête l'étudiant en fait Exact. à partir de quel moment ça l'encrasse de parler avec les doigts à Madame Aubry. Exact. Voilà. Oui, non, mais c'est alors tout à fait. Bon, Donc, tout ça. il y avait aussi une étape où on devait décider si on voulait que le recueil soit complet, ou si on voulait dire à un certain moment, à partir de l'instant où il a rempli 6 ou 7 cette tâches, où il a posé 7 questions sur 10, eh bien, on peut passer à la suivante. Dans l'idée justement d'éviter que il tourne autour du pot, si on veut bien, et puis qu'il ne progresse pas dans le scénario. Là, typiquement, il y a encore 3 qui devraient explorer. Mhm. Donc, il a un petit feedback sur. Il sait pas quel catégorie il doit explorer, mais il sait qu'il y en a 3 en plus. On va peut-être pas tous les faire, mais voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on peut discuter. Là, je vais encore faire l'Algo Plus. Hein. C'est aussi un, un critère pédagogique parce qu'en fait, l'Algo Plus, enfin, je laisse expliquer l'Algo Plus, peut-être Sébastien. Oui, alors lorsque l'on est face à une personne qui a des troubles cognitifs, ce sera difficile d'obtenir les informations, comme on le voit là dans la description. Donc, on va utiliser une autre échelle d'évaluation de la douleur qui se base sur des éléments qui sont plus factuels en termes d'observation du visage, d'observation du regard, si c'est un regard perdu, la position du corps, etc. Donc, ça veut dire que l'étudiant doit se rendre compte à un certain moment qu'il n'arrivera rien à obtenir avec la communication orale. Il va devoir utiliser un outil qui lui a été présenté dans les jours précédents dans le cadre du cours sur la communication avec la personne démente. Et donc, si il donne l'indication qu'ils veulent utiliser une échelle qui serait par exemple la Dolo Plus, eh bien, si il dit j'aimerais utiliser l'échelle Dolo Plus, le système va lui répondre mais cette échelle n'est pas la plus pertinente à utiliser. En connaissez-vous une autre? Et puis là, il va réfléchir et puis il va sortir l'échelle Algo Plus. Ou s'il ne sort pas cette échelle, ben, à un certain moment, on va donner un indice supplémentaire pour pas qu'il traîne en longueur dans la conversation. Et lorsqu'il donne cette échelle Algo Plus, eh bien, vous voyez qu'apparaît en parallèle le descriptif, les items de cette échelle. Et puis après, il prend l'information sur la narration qui a été faite ici. Mhm. Typiquement, je pense que le sourcil, ben, ça fait partie de ce qu'il a là. Ça paraît juste étonnant de dire à Madame Aubry qu'il va prendre l'échelle Algo Plus. Non, mais enfin, on doit toujours spécifier ce qu'on fait, non, Sébastien, quand on fait des soins, non? Enfin, Disons que c'est les limites peut-être aussi du chatbot. C'est d'une certaine manière, à un certain moment, on va inclure dans cette conversation une réflexion. Et on peut se dire auprès de la patiente à un certain moment, je suis embêté là, il va falloir que j'utilise l'échelle Algo Plus. Et
puis, c'est une pensée plus qu'une parole. L'important, c'est que ça amène l'étudiant à réfléchir à quel outil il aurait à disposition. Voilà. Et puis là, enfin, je vais arrêter, je vais pas faire toute la simulation non plus, je vais arrêter ici, je vais dire, je, je vais, je vais en référer, je vais en discuter, discuter avec mon référent. Je reviens. Ça ne se rappellera pas. Ouais, voilà, enfin, voilà. Là, ça unlock l'objectif, décider d'informer le référent. Ok. Et puis maintenant, je vais discuter avec mon référent, donc je change de fenêtre. Puis je dis bonjour. Là, c'est pour de faux qu'on peut l'appeler ou on peut l'appeler? On peut l'appeler. Le but, c'est que, étant donné que c'est une étudiante de première année, elle a dû recueillir des informations, mais elle n'est pas encore apte de mettre en place des actions. Donc, elle va retourner vers la référente ou le référent en lui disant, voilà ce que j'ai observé et même voilà ce que je pense faire pour madame. Et ça fait partie d'un des objectifs pédagogiques, c'est qu'il y a la transmission qui doit se faire d'une manière structurée, comme c'est appris dans le cadre des cours de communication dans le cadre de la formation. Alors ma question était peut-être plus terre à terre, c'était de dire comme vous pouvez l'appeler, est-ce qu'il y a un vrai appel, est-ce qu'on peut le faire par oral en fait? Parce que moi je vois bien nos étudiants, alors il y en a un dans la salle, la Marc, vous écoutez pas, vous bouchez les oreilles, mais ils aiment pas trop écrire les nôtres, hein. Oui. Non, alors c'est clair que c'est l'état enfin l'idée c'est le travail de TB de Marc en fait, c'est de rajouter la partie plus interaction qui soit un peu plus vraie que Bravo, Marc. l'écriture. Bravo Marc. C'est une partie de son travail de bachelor. Ça, Donc je voilà, pense qu'il y a le côté ludique aussi qui a bien marché par rapport à ça, dans le sens où ça amène un autre mode de découverte d'apprentissage. Et je sais pas, il me semble dans les retours qu'il y a eu, ça n'a pas été un frein parce qu'il y avait justement cette côté échange, ce côté changement d'image. C'était quelque chose d'assez interactif. C'est pas, il ne me semble pas que ce soit ressorti comme étant problématique. D'accord. Ce que je trouve ouais. très intéressant dans votre démarche, c'est d'avoir le côté séquentiel. Ça veut dire qu'on voit arriver les objectifs remplis, on voit arriver typiquement les paramètres vitaux au moment où ils en ont besoin. Enfin, je trouve que c'est intéressant de ne pas avoir toute l'information qui aurait pu surcharger l'entrée en jeu, on va dire ça comme ça. Alors, c'est clair qu'il y a toute une scénarisation de la situation. Hein. Donc, je remercie, elle n'est pas là, mais ma collègue Sofia Fernandez, qui est l'experte de la gériatrie, justement, des soins gériatriques, qui a passé 6 heures à me construire un scénario qui soit de qualité. Donc, ça fait 4 pages à 4. Et puis, à partir de ce scénario, j'avais déjà bien posé les objectifs pédagogiques et puis ressortir les éléments qui étaient les plus importants, les éléments théoriques que les étudiants devaient ressortir. Puis à partir de là, le scénario, quand il était construit, il a fallu tout introduire, ce que devait dire la patiente ou ce qu'elle ne devait pas dire. Donc il y a 13 étapes de cette trame et à chaque étape de l'échange, eh bien, il fallait tout décrire, ce que ne devait pas dire ou ce que devait dire madame. Et typiquement, pour donner un exemple, Antoine me disait, mais si la personne dit qu'elle a mal dans la poitrine, est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? Ben non, on peut pas laisser madame Aubry dire qu'elle a mal dans la poitrine parce que les étudiants peuvent penser qu'on part sur un problème cardiaque et puis ça fausse tout le scénario. Donc, il faut que les douleurs soient, on va dire, ciblées dans des endroits qui inclut pas des critères de gravité. Donc, tous ces éléments-là, il a fallu les stratifier. Quoi. Petite anecdote, c'est ce qui est arrivé parce que l'élève, en fait, il changeait chaque fois de place. Enfin, il choisissait par hasard la tête, le pied, le truc. Et puis j'ai dû faire une petite règle quand il dit la poitrine, bah, ça renvoie pas la poitrine. Enfin, j'ai dû faire une surcouche supplémentaire sur le LLM pour faire attention que ces données n'aillent pas dans, enfin, ce qui répond
ne sortent pas en fait du scénario. Et ça, c'est un petit peu une autre valeur ajoutée, où justement, on rajoute cette petite couche pour être sûr que la simulation se passe du mieux qu'on peut. Parce que c'est difficile, hein, avec le LLM, il y a beaucoup d'hallucinations. Puis même si on lui dit de pas faire des trucs, il y a une chance qu'il le fasse. Oui, j'ai une question. Donc, c'est comment Sophia qui a passé 6 heures pour faire le scénario. Il y a une trame pour ce scénario qu'on pourrait le rendre portable. Par exemple, alors là, vous avez le cas d'un EMS, mais si je sors un petit peu, disons, je dis n'importe quoi, mais on va chez le dentiste, et puis est-ce qu'il y a, on peut reprendre les blocs ou est-ce que c'est vraiment spécifique? Il faut passer du temps, voire jouer avec des IA hein, pour générer cette trame? En tout cas, pour ce qui est de la scénarisation, il y a un template qui est utilisé, qui se rapproche du template qu'on utilise en simulation, que ce soit avec les patients simulés ou technologie. Donc, c'est transférable, mais après, c'est clair qu'il faut bien réfléchir aux objectifs avant de décrire le scénario. Je donne une indication. Lorsqu'il a fallu choisir quelle thématique on allait aborder, eh bien, on s'est déjà posé la question qu'est-ce qui pourrait être le plus pertinent à développer qu'un chatbot. Puis là, l'aspect communication est venu en avant parce que les étudiants n'ont pas forcément l'occasion de beaucoup exercer la communication en dehors de la scénario, en dehors de la simulation que l'on fait habituellement. Donc, le chatbot, là, on a ciblé sur la communication. Puis après, comme on voulait introduire une communication spécifique, eh bien, on a introduit les troubles cognitifs. Et lorsqu'on s'est dit, il faut que le chatbot se nourrisse de RAG, donc de documentation qui soit, la littératie qui soit efficiente, eh bien, on a choisi une enseignante qui avait de la documentation avec les normes APA, avec la bibliographie qui est vraiment bien ciblée, puis pas des copies de livres, etc. Donc voilà, il a fallu cadrer sur quelle thématique et quelle personne serait la plus appropriée pour nous aider à construire ce scénario. Et juste pour complémenter, je pense que c'est aussi un des tâches de Marc en fait dans son travail de bachelor, c'est comment industrialiser le truc, quoi. Comment le rendre déjà, on peut mettre plusieurs simulations de différents patients en même temps, parce que là, tout est un peu, comme vous l'avez vu, j'ai montré le code, et tout est dans le code et il n'y a rien qui est modifiable. Donc l'idée du TB, c'est d'aller plus loin et de pouvoir industrialiser ça, soit dans différentes simulations médicales, soit dans d'autres disciplines. J'ai encore une question par rapport à ça. Donc, on a toujours le problème quand on envoie nos étudiants dans le petit bonheur des agents. Donc, évidemment que nous, en tant qu'enseignants, créer des agents qui jouent des rôles spécifiques, etc., ça nous éclate pas mal. On a la problématique que pour partager des agents, c'est les GEM de Gemini ou c'est les GPT de OpenAI, mais l'outil Copilot aujourd'hui, la version qu'on en a, ne permet pas de partager les agents. Ce que vous avez fait, vous, là, c'est Gemini caché en API, donc, donc vous payez les tokens. Oui. Alors c'est ça. Et la deux choses, finalement, les agents, c'est rien de très compliqué, hein. C'est des fichiers de configuration qui sont garés chez le serveur et ce qui renvoie à chaque fois. Donc nous, on a notre propre gemme en fait. L'idée c'est que si je vais montrer le code ici, tout ce que fait un gemme, en fait, il garde les prompts qu'on lui a donné avant et il les garde en mémoire. Tandis que nous, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est envoyé à chaque requête, c'est envoyé. Donc on simule en fait un gemme ou un agent. Parce qu'on lui donne un prompt et on lui donne quel prompt il doit faire à quel moment. Donc finalement, nous, ce qu'on a fait, c'est de remplacer ces agents-là avec ces prompts ici. Donc c'est ça aussi l'intérêt de nous, on n'a pas besoin d'utiliser un gemme de qui que ce soit. Et on en discutait justement avec Marc ce matin parce qu'il est venu me voir pour son TB. Puis on disait, un intérêt, ça serait de pouvoir avoir un LLM local qui puisse faire ça sans Gemini, en fait. Si on pense toujours, bon là, ce qui est intéressant, c'est que les clients n'ont pas besoin de se créer un compte. Déjà, c'est super bien. Ça veut dire qu'il est sur une plateforme web où il a effectivement son nom et un mot de passe. Alors, j'imagine qu'à terme, ça peut même être individualisé, mais c'est égal. Ça veut dire que là, il a pas créé un compte, en fait.
Oui, Ça, exact. Donc ça, ici, il connaît juste le Care Convert 2026 parce que, comme j'ai expliqué au début, je veux pas que la Terre entière utilise ce système-là. Mais c'est juste, un gatekeeper en fait. Après, après, on n'a pas besoin d'un mot de passe personnalisé. non, Parce on est qu'après, d'accord, mais on pourrait l'identifiant, ça imaginer, serait. Hmm. pardon, excuse-moi, on pourrait imaginer un mot de passe par cohorte, par exemple, pour dire, ben, on limite comme ça, peut-être dans le Voilà, temps. on Le mot ouvre de passe, ouais, spécifique ouais, à certaines dates, bah, c'est Care Convert 2026, certaines autres dates, ouais. c'est un autre mot de passe. Comme ça, les mots de passe, ils rotate, enfin, ils roulent. Et puis celui qui a Care Convert 2026 il y a 2 ans, ben, il peut plus se connecter. Donc Voilà. Et puis, voilà, surtout, pour ça moi, c'est permet de plus un suivre. gatekeeper. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, j'ai bien compris l'idée là. Ben, Marc, il y aura du boulot, hein. Ah, C'est vrai ça, que, effectivement, oui, mais c'est plaisant. Ouais. Ben, là, je pense alors on n'est pas nombreux, on peut poser la question, mais je pense que ça peut être intéressant s'il y a des cas d'études. Alors, il y a pas mal de gens de la santé, hein, mais si vous avez un cas, je pense que ça peut être intéressant parce que j'imagine bien Marc, étudiant en informatique, n'a pas des grosses connaissances en système de soins, ou bien je me trompe? Non, j'ai ma copine qui a fait l'HES en infirmier, puis qui a fait le CAS en psychogère. Ok. Donc, ce domaine-là, elle maîtrise. Donc, c'est contagieux. tu peux essayer avec elle. Donc, je vais la tester sur le système et puis je vais voir si elle a bien suivi les cours. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est ce qu'on fait nous en tant qu'enseignants, hein. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, évidemment, enfin, moi, je me mets vraiment à la place d'un professeur qui voudrait s'approprier cette méthodologie. Moi, alors, je pense que le pas que tu fais, qui est extrêmement intéressant, c'est d'utiliser ben, cette base-là pour en faire un outil visuellement digeste pour l'étudiant. On va dire ça comme Mhm. ça, hein. Ah ouais. Et puis, qui sort des LLM. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette. Moi, je voudrais que me pencher sur la portabilité sur d'autres cours, hein. C'est clair que ça donne envie Ouais. de pouvoir jouer. Après, si je dois montrer un dernier truc avant la fin, c'est le feedback général. Mhm. Ça prend un petit peu de temps. Donc, ce qu'il fait, on envoie en fait toutes les informations dans un prompt à Gemini. Et puis lui, il est censé prendre tout ce qu'on a. Enfin, je lui envoie le dialogue de Madame Aubry, les dialogues de la référente, les objectifs atteints. Et avec ça, il va me faire un espèce de feedback général qui prend un peu de temps, ce qui est normal, hein, c'est pas que ça marche pas. Mais voilà, donc il est arrivé. Donc, bonjour Antoine, merci pour cette simulation. Tu as montré de belles qualités d'écoute et une bonne démarche clinique sur plusieurs aspects. Analysons ensemble et reçu des actes d'amélioration. Donc, ce qu'il a bien aimé, c'est que je me suis bien présenté, j'ai une communication adaptée, j'ai la prise des paramètres vitaux. J'ai évalué la douleur avec Algo Plus. J'ai escaladé à mon référent. Ça, c'était la partie bien. Les points d'amélioration, c'est que j'ai oublié de vérifier l'identité de la patiente. J'ai oublié de me positionner à hauteur de la patiente pour discuter avec elle. J'ai pas observé son comportement habituel et j'ai pas fini l'OPQRSTUI. Euh, il manquait le R, j'ai bien fait le R, le T, le S, le Q, mais il m'a manqué le P, le U, le I et tout ça. Et transmission ISBAR, ben, j'ai fait l'assessment, mais j'ai pas fait l'identification situation background et puis recommandation. Et puis les points d'amélioration de conseil, sécurité avant tout, l'observation active, et voilà. Donc, tu vois, sur la bonne voie, tu as déjà intégré de nombreux réflexes. Et c'est, voilà. Donc, je trouvais que le feedback général, il est assez pertinent parce Mhm. il sait bah, ce que tu as fait juste, ce que tu as fait faux, et puis il propose des axes d'amélioration. Et puis nous, alors, ce qu'on a fait, c'est que on a demandé aux étudiants d'évaluer le feedback. Donc, le feedback reflète finalement ma performance pendant la simulation. Le feedback m'a aidé à identifier des points appréciés, améliorés. Le feedback est sur ma communication. Voilà. Donc, on a fait 7 questions pour évaluer le feedback. Là, je suis obligé de répondre parce que sinon, il ne me laisse pas fermer la fenêtre. C'est aussi un petit truc qu'on a mis en place. Donc, ça, c'est envoyé, fermé. Puis après, on a aussi fait un questionnaire de post-simulation sur le réalisme clinique, la valeur pédagogique, l'apprentissage perçu et l'utilisabilité acceptation et des questions ouvertes. Et c'est ça qu'on a utilisé pour l'article EduLearn, en fait. Et si je vais, donc ça on peut fermer, mais il ne sera pas fermé parce qu'il faut que je réponde à toutes les questions.
Donc voilà, non, mais je Des voulais trucs pas du vous montrer. marketing que tu utilises. Donc voilà, donc si je reviens à la présentation, vite fait, peut-être s'il reste, bon là, on discute sur un peu ce qu'on a discuté pendant la démo. Donc on a des critères de pédagogique qui sont atteints ou pas atteints. Et puis après, justement, on a le tracking en fait des différentes choses qui se passent. On a vu. Puis là, on a fait justement un study protocole où c'est justement Sébastien qui a mis ça en place en première année. Donc, il a fait un briefing de 5 minutes. On a fait la simulation pendant 20-30 minutes. On leur a fait faire le feedback review, on leur a fait les questionnaires. Et puis, en fait, donc on a trouvé ça dans une base de données, comme j'ai montré avant. Et puis, ça, c'est le Likert, donc 100 mines, hein, vraiment correct. Donc, le vert foncé, c'est strongly agree, et puis le rouge foncé, c'est strongly disagree. Donc, on voit que would reduce the tool, ben, il y a plus de 80% qui le réutiliseraient. S'il y a 70% qui le recommanderaient à leurs amis, sinon, dans ce qui est un peu moins bien noté, la Therapeutic Communication Practice, ben voilà, il y en a qui trouvaient justement que le texte n'était pas forcément le média le plus important ou le plus facile. Mais voilà, donc, et Confidence in Pain Assessment, voilà, donc les deux choses qui ont un peu, côté un peu plus difficile pour eux, ben, c'était surtout la partie, voilà, non verbale, ben, comme on a dit avant, comme Patrick l'a dit, hein, c'est finalement, on peut pas tout faire dans la même structure et sur une plateforme web, on doit laisser tomber des choses, quoi. Donc voilà, donc je trouve très très intéressant. Sébastien, je sais pas si tu veux rajouter des commentaires sur la partie test. Oui, qu'on a fait un test, pré-test et post-test de connaissances, et puis que la partie post-test a montré qu'il y avait une amélioration des réponses avant le chatbot et après l'utilisation du chatbot. Donc, il y a un bénéfice à l'utiliser pour mobiliser les connaissances qui étaient certains, qui étaient relevés avec ce test-là. Donc voilà, moi j'ai plus ou moins fini la présentation. Donc voilà, on est bien conscient que c'est pas un outil qui sert à tout le temps. C'est que finalement on a dû enlever la partie non verbale et la partie gestuelle parce que c'est du plateforme web, mais on a privilégié la partie accessibilité. Un smartphone, ça marche bien. Vous pouvez essayer, hein, après, avec un smartphone, ça marche très très bien. Donc voilà, donc pour nous, ça paraît être une voie pertinente à explorer plus en avant, plus en avant. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un TB dans le domaine en informatique de gestion qui va essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà un petit peu. Et les pré-tests et post-tests, on les a pas encore utilisés pour une publication, donc ça peut faire l'objet d'une publication un peu plus grande que EduLearn par rapport à cette partie pédagogique. Parce que EduLearn, c'était plus sur la partie est-ce que l'outil est enfin, c'était plus sur cette partie-là. Un tout grand merci pour la présentation. Alors, je vais, comme de coutume, arrêter l'enregistrement. Comme ça, si vous avez des questions un peu moins, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire, politiquement correctes, vous pouvez les poser.